Bienvenue dans Un monde sain, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. Je suis Noémie, nutritionniste holistique, et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Dr Neil Barnard, fondateur du Physicians Committee ou du Comité des médecins en français, Anne-Marie Roy, nutritionniste et diététicienne, ma co-host et coach de santé Anne, et enfin nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Dr Jules Cormier. Bienvenue à Bonjour. tous. Alors bonjour tout le monde, c'est Anne de Vêtis Magnifique et aujourd'hui on a un sujet passionnant. On va traiter le sujet des produits laitiers. Alors souvent on entend, je pourrais renoncer à la viande facile, mais le fromage, alors là, on va traiter ce sujet passionnant aujourd'hui. Et en fait, avec nous, on a le monsieur qui a écrit le livre à propos de ça, le Dr Neil Barnard, qui a écrit The Cheese Trap en anglais. Alors, Dr Neil, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Je pense que les gens aimeront savoir un peu sur ça. Oui, en effet, pendant nos études de recherche, on a trouvé que, en fait, il y a pas mal de gens qui sont presque accros au fromage. Et ils prennent du poids et d'autres problèmes de santé. Et c'est très, très intéressant, mais très important aussi. Alors, docteur Jules, merci infiniment, docteur Jules Cormier, d'être avec nous. Vous êtes docteur de famille basé au Canada, papa de 2 petites filles, Zara et Cassie, et adepte du sport autant que vous l'êtes d'une alimentation à base de plantes, d'une alimentation plant-based dont vous allez nous parler. Et pour commencer l'entretien, j'aimerais juste citer une phrase que j'ai lue sur votre site internet et qui m'a beaucoup plu parce que c'est ce en quoi l'on croit, c'est ce en quoi l'on croit, pardon, pour parler mieux en français. Et ça résume bien vraiment notre émission qui est la suivante. Alors, je l'ai traduit de l'anglais. Vivre un style de vie à base de plantes n'est pas une tendance, c'est une façon d'ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Alors, j'aime beaucoup cette phrase. Et j'ai été également très touchée par votre histoire en général, et plus particulièrement par l'histoire de vos 2 petites filles, Zara et Cassie, parce que je m'y retrouve beaucoup. En l'occurrence, j'ai mes 2 petites nièces qui, à un très jeune âge, ont développé un eczéma sévère, donc avec des mangeaisons à s'en gratter jusqu'au sang, j'imagine que vous connaissez, des suintements. Et vous allez nous dire quelle est l'origine de cet eczéma, puisque vous avez vécu la même chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mon parcours a commencé surtout après que mes 2 filles ont été diagnostiquées avec de l'asthme puis de l'eczéma. Mais même avant ça, ma plus vieille fille, Zara, qui a maintenant 9 ans, elle était une allergie aux protéines de lait. Ça fait très, très tôt, en dans des premiers mois de vie, il y avait du sang dans sa couche. Puis finalement, dans le but d'ajuster l'alimentation à ma conjointe, parce qu'on allaitait, elle a consulté une nutritionniste. Puis moi, j'ai suggéré le diagnostic d'une allergie aux protéines de lait. Et finalement, elle a suggéré de simplement couper les produits laitiers. Et donc, relativement rapidement, ma fille Zara, ses symptômes sont partis, son eczéma s'est beaucoup amélioré. Là, une fois que l'allaitement était fini, puis Zara a commencé à consommer des produits solides, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a recommencé les produits laitiers comme, je pense, on parle de 2012. On est en 2012 maintenant, puis on a commencé les produits laitiers parce que, dans le fond, c'est ça les recommandations de quel lait donner aux enfants. Rapidement, elle a commencé à développer de l'eczéma à nouveau et à nouveau commencé à avoir d'autres symptômes d'allergie, incluant de l'asthme. Moi, j'ai été diagnostiqué avec de l'asthme quand j'étais jeune. Mon frère et ma sœur jumelles font aussi de l'asthme. Dans le fond, on disait, bon, c'est dans la famille, c'est génétique, puis on est pris avec le diagnostic-là pour le reste de notre vie. Mais finalement, quand on a vu l'eczéma, surtout à ma plus vieille, venir mieux une fois qu'on a coupé les produits laitiers, on a pensé peut-être considérer qu'il y avait peut-être un lien entre des allergies et de l'asthme, vu que c'est genre même classe de famille. C'est-à-dire, par pure coïncidence, moi, je fais de l'asthme, je fais de l'eczéma et aussi de l'urticaire, qui est appelé l'urticaire idiopathique, qui est dans le fond des genres d'éruptions cutanées, éruptions sur ma peau qui apparaissaient spontanément sans aucune cause. On me disait de prendre des antihistaminiques, mais on ne savait pas c'était quoi le déclencheur. Dans le fond, ça faisait des années que je vivais avec ça.
Puis coïncidentellement, dans les années avant la naissance de Zara, l'urticaire a genre décompensé dans une condition qu'on appelle l'angioïdème. L'angioïdème, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est genre une urticaire qui devient tellement sévère qu'on a de l'enflure, donc de l'édème, qui pourrait être comparable à une réaction anaphylactique qu'on voit chez quelqu'un qui a une allergie aux arachides ou aux allergies aux fruits de mer, ou ce que dans les minutes après la consommation, on remarque de l'enflure autour des lèvres, puis la langue guimpait, puis des douleurs de la poitrine, de l'essoufflement. À peu près en même temps, puis même dans les années avant, j'avais eu des épisodes d'angioïdème. J'ai été diagnostiqué avec l'angioïdème cholinergique, qui est une sorte d'angioïdème qui apparaît dans les changements drastiques de température. Et donc, vous imaginez, je vis au Canada, on sort l'hiver, puis on rentre en dedans de la chaleur. Ensuite de ça, il y a des éruptions partout sur ma peau. Ça déclenchait mon asthme, ça déclenchait mon eczéma. Je vais dans la douche, par exemple, où l'eau est très chaude, je fais de l'urticaire, puis j'ai des éruptions. À peu près dans le même temps que ma plus vieille était diagnostiquée avec une allergie aux protéines de lait, j'ai eu un épisode particulièrement violent durant un match de basketball. Je pensais que j'allais mourir ce soir-là, ça m'a fait très peur. Puis autant que les gens trouvent ça comique et me disent que je suis allergique à ma propre sueur, moi j'étais relativement anxieux par rapport à ça parce que ça m'a hospitalisé. Puis j'avais vraiment, comme je dis, peur pour ma vie. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à faire, connecter que, bon, ces genres de réactions ici sont probablement, il y a quelque chose que je dois être capable de faire. Ça fait des années que je prends des médicaments. J'avais un traitement médical approprié, suivi par un allergologue et aussi un dermatologue. Puis même avec les médicaments, dès que je faisais l'exercice physique, les symptômes réapparaissaient. Et donc, j'ai appris à vivre avec. Ça faisait probablement déjà une dizaine d'années que je vivais avec ça à ce moment-là. Mais mes réactions ont devenu progressivement plus sérieuses et sévères, en même temps que mes enfants souffraient avec de l'asthme puis de l'eczéma. Et donc, finalement, j'ai commencé à faire des lectures, je regardais les recherches, j'essayais de voir, y a-t-il quelque chose que moi je peux faire avec ma nutrition? Puis finalement, j'ai vu des études qui faisaient le lien entre la santé du microbiome, les produits laitiers, puis les manifestations de maladies allergiques et immunologiques comme l'asthme, l'eczéma, l'urticaire et l'angioïdème. Il n'y a pas beaucoup d'études spécifiquement sur l'angioïdème cholinergique et la présence de produits laitiers dans ton alimentation, mais malgré ça, j'ai commencé à faire le sevrage de produits laitiers. Imaginez, j'étais un athlète dans le temps, je m'entraînais presque tous les jours, puis j'étais devenu que j'avais de l'anxiété en anticipant la prochaine réaction. Je prenais des médicaments, puis des pompes, puis des crèmes, puis des antihistaminiques avant mes sports, et à nouveau après, parce que j'anticipais la prochaine réaction, la prochaine fois que j'allais être hospitalisé. Et donc, pour moi, la quantité de stress que ça m'apportait dans ma vie, couper les produits laitiers était relativement facile. J'ai commencé à changer mon céréale avec du lait de vache pour du gruau avec du lait de soya. J'ai coupé le fromage dans ma diète. Drastiquement, en temps de quelques mois, on a vu mes symptômes commencer à s'améliorer. Dans le fond, le cercle vicieux a continué parce que j'avais tellement de renforcement positif de la manière dont je me sentais avec ma diète. J'avais moins mal à l'estomac, j'avais moins de reflux, mon eczéma était mieux, mon asthme allait mieux, ma performance sportive allait mieux. Puis le plus important pour moi, puis la première chose que j'ai remarqué, c'est la première fois que j'ai fait un entraînement puis que j'ai pas eu d'urticaire. Et donc, relativement rapidement, en quelques mois, je menais c'était pas quelques jours, j'aimerais que ça serait du jour au lendemain, Oui, c'était pas parti. du jour au lendemain. Mais c'était pas ça, ça a pris probablement un bon 2 mois, mais je m'en rappelle de ma première journée d'entraînement où je dis wow, j'ai gardé ma conjointe Mélissa, j'ai dit j'ai pas eu de réaction aujourd'hui. Puis un an après, c'est qu'on avance un an, j'avais tout cessé mes médicaments. Ça, c'était à peu près en 2012-2014. On est en 2022, puis je m'entraîne plus à cette heure que ce temps-là et j'ai jamais à nouveau pris un antihistaminique, j'ai jamais repris mes pompes d'asthme, j'ai jamais mis une crème d'eczéma sur ma peau à nouveau, puis
j'ai jamais eu une autre crise Incroyable. Mais ça, Jules, d'angioïde. docteur Jules, ça, c'est seulement en coupant les produits laitiers ou la viande aussi a été coupée? C'est ça. So, les premiers choix que j'ai faits quand je faisais ma recherche Internet, comme tous les patients, on leur dit de pas faire ça, là. Puis j'ai fait ma petite recherche Internet, puis j'étais comme, bon, je vais embarquer sur une diète, un régime à base de plantes entières. C'était ça mon but ultime. Mais dans le fond, je m'avais dit, je vais le faire très doucement. Je vais le faire une étape à la fois. Puis ma première étape, c'était je coupe la viande rouge, puis je coupe tous les produits laitiers. Mais genre, les produits laitiers, la viande rouge, j'en mangeais pas beaucoup. Puis moi, je considérais mon alimentation très, très, très appropriée, équilibrée déjà de l'avance, là. Mais beaucoup de produits laitiers. Dans le fond, un verre de lait au chocolat après mon entraînement, puis c'est là une tasse au moins de lait de vache, de lait blanc dans mon céréal, du fromage presque tous les jours. Puis moi, je voyais ça comme c'était une source de calcium, puis c'était une source de protéines. Puis, mais c'est pour ça que j'ai vraiment tendance à penser, puis je pense que la recherche appuie aussi, que c'était plutôt les produits laitiers qui ont fait la différence dans ma diète, là. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore coupé tous les autres produits animaux. Je m'avais dit que j'allais aller un mois à la fois couper un aliment puis le remplacer par quelque chose de mieux. Puis c'est vraiment les produits laitiers qui étaient la première chose que j'ai faite, là. Est-ce que vous avez observé ce changement rapide avec vos filles aussi? C'est ça. Moi, j'étais le premier à le faire. Puis c'était plus difficile, hein, parce que on se sent irresponsable. Mauvais parent. Mauvais parent, puis j'essaie de trouver le bon mot. Puis comme médecin et parent, on sent drôle de faire l'opposé de qu'est-ce qui est dans nos lignes directrices, hein. C'est-tu approprié de donner du lait de soya à un nouveau-né? On a vraiment favorisé l'allaitement. Les enfants allaient mieux. Mais le problème, c'est quand on a remis, une fois que l'allaitement est fini, en 12 puis 18 mois, on a arrêté à peu près en 18 mois, je dirais, puis on a remis les produits laitiers dans leur diète, là, les choses ont réapparu, là. Là, l'eczéma a réapparu. Je donne tout le temps l'exemple de Zara, ma plus vieille, avait une dermatite de couche, qui est ce qu'on appelle un diaper rash, une éruption où sa couche de bébé qui était tellement sévère que j'ai demandé l'opinion d'un dermatologue. Puis à ce moment-là, ça faisait déjà probablement une dizaine d'années que j'étais médecin. Je n'ai jamais référé un patient à un dermatologue pour une dermatite de couche. C'est quelque chose qu'un médecin de famille va gérer facilement lui-même. Mais à un moment donné, quand tu mets des crèmes, puis des corticostéroïdes les plus puissants que tu as, puis ça change rien, hein. Puis là, finalement, le dermatologue il était excellent, il était super bon médecin, mais il n'y a personne qui m'a jamais parlé de nutrition, dans le fond, hein. Puis moi, j'étais pas plus éduqué en nutrition non plus, là. Ça que j'ai appris, je l'ai appris en lisant les livres à Dr. Barnard, puis Dr. Greger, puis vérifier sur l'Internet, puis d'aller voir sur PubMed. Docteur Jules, tes filles, aujourd'hui, suivent l'alimentation 100% végétale, là. Oui, absolument. Et il n'y a plus d'eczéma, on n'a pas donné les pompes depuis qu'on a changé notre alimentation. Puis donc, finalement, l'alimentation végétale a été bénéfique à toute la famille, finalement. Toute la famille, oui, absolument. Ouais. Ma conjointe, chanceuse, elle n'a pas de condition immunologique ou allergique. Elle dirait qu'elle se sent beaucoup mieux juste sur genre en général. Mais moi et mes deux filles, on pourrait dire qu'on a renversé nos conditions médicales avec l'alimentation. Puis, moi, j'ai 40 ans, j'ai vécu avec de l'eczéma puis de l'asthme presque pour 25 ans au moins. Puis, je pense que c'est pas coïncidence quand dans 2 mois, 3 mois de changer ton alimentation que les conditions chroniques disparaissent. Donc, en tant que médecin, j'imagine que cette histoire-là a été motivante pour pouvoir le recommander à tes patients aussi. J'ai drôlement gardé ça un secret pour longtemps. Je me sentais vraiment mal à l'aise de n'en parler parce que pour les gens qui savent, moi je suis originaire du Nouveau-Brunswick, sur l'est du Canada, aux côtés de la plage, où ce que la plupart des gens chassent et pêchent. J'ai de la famille qui appartiennent des usines de pêche et de poissons. Dire aux gens que tu vas couper les produits laitiers puis couper les viandes, j'étais anxieux de la perception des gens. Et surtout, encore plus quand c'était médecin. Dans le fond, le commentaire que j'avais peur, c'est si que ça serait aussi bon que ça pour la santé, je pense que les médecins seraient au courant, hein. Dans le fond, moi, j'ai probablement juste commencé à en parler 4-5 ans après. J'étais pas en train de dire à personne
je suis plant-based, écoutez-moi, puis vous allez renverser vos conditions médicales. Mais tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des sports, puis mes performances ont venu de mieux en mieux, puis ma santé est venue de mieux en mieux, puis les gens ont commencé à remarquer que j'allais mieux. Puis, là, quelques années après, j'ai commencé à en parler avec les gens dans mon entourage proche, les gens à qui j'avais confiance. Puis j'étais vraiment surpris à quel point j'ai eu du support. Il y a eu des jokes une fois ici et là, mais en général, j'ai vraiment été supporté par mon entourage. Les collègues de travail aussi commencent à être de plus en plus ouverts de nos jours, là, j'imagine. Oh, absolument. Puis je dirais quelques années passées, maintenant, comme je pourrais dire, ça fait presque 10 ans que je suis sur une diète végétalienne ou à plante entière. Puis quelques années passées, finalement, je m'en ai aperçu que une de mes collègues aussi, elle était sur un genre de trajet ou aventure qui était similaire à la mienne, mais personne n'en parlait. Puis à un moment donné, on a juste comme « Ah, toi t'es plant-based? Ah, toi t'es plant-based? » Puis tu sais, des gens avec qui on était très proches, c'est comme si qu'il y avait une genre une honte ou un embarras d'en parler, qui était très bizarre. Finalement, on a monté un petit comité, moi puis ce médecin-là, dans le fond, juste simplement d'en parler. Puis on a presque la moitié des médecins qui sont on board, qui sont là, d'accord avec les bénéfices, puis d'accord avec les recherches. Puis j'ai vraiment l'impression que dès que les gens ont accès aux recherches, font les lectures, puis voient les études, puis la qualité des études qu'on a à cette heure, qu'ils sont faciles à convaincre. Là, une fois qu'ils voient les résultats des études, un médecin pratique basé sur des preuves. Les preuves sont maintenant... Les preuves s'accumulent. Hein? On ne peut plus nier qu'il y a un effet. Là. Donc, vraiment, ton histoire est vraiment inspirante et c'est beau de voir comment c'est en train de se transmettre même autour de toi et dans le domaine de la santé autour de toi. Alors, tu sais, tu parlais tantôt de cercle vicieux. On pourrait dire présentement, c'est un cercle vertueux là, qui est en train de se produire. Oui. Écoute, merci. Alors maintenant, on va demander à Anne qui va commencer à nous transmettre des trucs sur comment faire pour remplacer les produits laitiers dans notre alimentation. Et elle nous a préparé un beau vidéo pour nous montrer comment le faire. Aujourd'hui, je vous explique comment remplacer les produits laitiers dans votre alimentation. Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Aujourd'hui, parlons des produits laitiers. Les gars, pour être honnête, quand je suis devenue végétalienne, j'ai cru à l'époque que je devais dire sayonara aux textures crémeuses. Et j'étais triste. Mais non, je vous assure que manger végétaliennement, c'est bien crémeux. Alors si vous aimez le crémeux et le fromage comme moi, par contre vous aimeriez prendre soin de votre corps et votre santé, ainsi que la planète et les animaux, j'ai une sacrée bonne nouvelle pour vous. C'est tout à fait possible. Et voici comment. Alors pour remplacer le lait, c'est certainement le plus facile. Il y a trop de choix. Du lait de soja, au lait d'amande, en passant par le lait de noisette, etc. Mes préférés? Eh ben j'utilise le lait d'avoine dans mon thé, et j'utilise le lait de soja un peu partout ailleurs parce que c'est très riche en protéines. Le soja étant une fève, après tout. Alors parlons du fromage. Pourquoi remplaçons-nous le fromage? En un mot, casomorphine. Ou, en quelques mots de plus, c'est addictif, les gars. Vous pouvez faire le fromage chez vous. Moi, j'aime bien faire le tofu de ricotta maison. Et si vous avez un déshydrateur à la maison, vous pouvez faire des fromages de dingue. Mais sinon, il y a beaucoup d'options à n'importe quel supermarché et épicerie de nos jours, pour la plupart. N'oubliez pas que les fromages à base de noix sont mieux que les fromages à base d'huile quant à la santé. Alors le goût de fromage, si vous ne cherchez pas le fromage en soi, mais le goût de fromage, le cheesiness, la levure nutritionnelle est votre meilleur ami. Vous pouvez saupoudrer ce truc sur n'importe quoi, du popcorn aux salades, en passant par mettre une petite cuillère dans votre pâte à crêpes pour le rendre un peu beurre-esque. Quant au yaourt, bien sûr vous savez qu'il y a beaucoup d'options pour les yaourts vegan au supermarché. D'un point de vue santé, je dirais que le yaourt nature de soja, c'est le gagnant, si vous pouvez le trouver. Sinon, si vous avez un Instant Pot à la maison, vous pouvez en faire chez vous. Oh la vache, ou pas, en fait. Je vous ai promis un peu de la crémosité, alors c'est parti.
Les noix de cajou sont votre agent de crémosité et le tofu soyeux. Et bien sûr, il existe des crèmes végétaliennes aussi. Alors, si vous voulez faire une vinaigrette crémeuse ou du macaroni au fromage ou une crème de n'importe quelle sorte, tout ce dont vous avez besoin, c'est des noix de cajou et un blender puissant ou le tofu soyeux et un blender un peu moins puissant. Voilà quelques astuces pour remplacer les produits laitiers. N'oubliez pas, l'essentiel, c'est d'essayer de différents types de produits pour trouver la chaussure à son pied. Heureusement, de nos jours, on a l'embarras de choix. Donc, avec mon matcha latte bien crémeux, je vous dis à votre santé. Merci beaucoup, Anne. Anne-Marie, j'ai une question pour toi. On entend beaucoup dire que le calcium, il est difficilement compensable, non? Que c'est dur de ne pas avoir, que sans consommer de produits laitiers, le risque est de ne pas avoir assez de calcium dans son alimentation en réalité. Et c'est une question qui revient constamment. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'une vache boit du lait pour avoir des os solides? Alors, évidemment, non. Elle va chercher son calcium dans l'herbe qu'elle mange. Le calcium, on en trouve partout dans le règne végétal. Ce n'est donc absolument pas nécessaire de passer par l'intermédiaire de la vache pour avoir son calcium. Alors, regardons maintenant où on retrouve du calcium dans nos végétaux. On peut se poser la question, quels sont nos besoins en calcium? Alors, je suis allée voir un peu c'est quoi les recommandations au Canada, aux États-Unis. On recommande pour un adulte 1000 mg. En France, on est autour de 950 mg. Il y a certains chercheurs qui disent que c'est peut-être beaucoup, 1000, même les chercheurs de Harvard Medical School disent que 700 mg serait amplement suffisant pour couvrir nos besoins en calcium. Et pour pouvoir vous donner une idée des quantités de calcium que dans nos végétaux, j'ai fait un petit tableau pour vous montrer un peu c'est quoi les quantités. Ici, vous avez devant vous les sources qui contiennent 300 mg. Alors, du moment que vous avez 3 sources parmi celles-là, vous avez déjà atteint vos besoins en calcium. Alors, vous voyez ici le kale, le chou kale, le bok choy ainsi que le chou color. Ça contient 300 mg par tasse. Les laits végétaux en contiennent 300 aussi, autant qu'un verre de lait en réalité. Il y a le tofu qui est très, très concentré aussi en calcium et particulièrement celui qui a été coagulé avec du calcium. On a plusieurs types de tofu sur le marché. Vous voyez, celui à gauche ici a été coagulé avec du sulfate de calcium. C'est ça qui fait que la quantité de calcium est beaucoup plus grande que l'autre ici qui a été coagulé avec du sulfate de magnésium. Alors, ceux qui sont inquiets de manquer de calcium, peut-être juste vérifier cet petit aspect-là. On a aussi les edamame qui en contiennent beaucoup, les graines de sésame entières et non décortiquées, ainsi que les graines de chia. Et on a aussi les beurres de sésame qui sont très riches en calcium. 200 mg maintenant, donc des sources encore importantes. On a les haricots blancs, le tempeh qui en contient 200 mg par 150 g et la mélasse verte, la blackstrap en anglais. Quand même, à ne pas négliger, on a des sources qui ont entre 50 et 100 mg, comme les amandes et les graines de lin. Oui, les graines de sésame en contiennent beaucoup, mais il y a quand même d'autres sources importantes dans les noix et graines. Dans les légumes, on a le brocoli, les courges, les patates douces, même les tomates cuites contiennent des quantités importantes. Les haricots blancs contiennent beaucoup de calcium, mais les autres légumineuses en contiennent aussi. Dans les fruits, on a les oranges, les figues qui nous apportent une bonne quantité de calcium. Alors, vous voyez que le règne végétal est quand même abondant en calcium. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de manquer de calcium si on a une alimentation 100% végétale. J'espère que ça va vous rassurer sur votre apport en calcium. Peut-être un signe des temps, le média Veg Economist rapportait récemment que le producteur Hello Plant Foods avait créé la surprise avec son nouveau foie gras 100% végétal, le Hello Foie. Les 5000 unités prévues pour le lancement de ce nouveau produit se sont entièrement envolées en 12 heures, et ce même avant sa mise en marche. L'entreprise située en Europe, plus précisément à Madrid, a dû multiplier sa production par 6 selon son propriétaire Javier Fernandez. Alors il était une fois le foie gras sans oie.
Alors maintenant, on va parler avec le docteur Neil Barnett. Et en fait, on va traiter ce sujet d'estrogène, phytoestrogène, parce qu'il y a beaucoup de questions qui circulent là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que ça, la casomorphine, etc. Alors, Neil, c'est à vous. Merci. Qu'y a-t-il dans le lait et dans les produits laitiers? En fait, quelques mauvaises surprises, comme par exemple des substances que nous ne voulons pas absorber. Numéro 1, casomorphine. Est-ce que l'on peut devenir accro au fromage? Les casomorphines sont des petites molécules dans le lait. Elles ont des effets opiacés, c'est-à-dire comme des narcotiques. Et les casomorphines se cachent dans la caséine. C'est la protéine principale du lait. Et dans le tube digestif, la caséine se décompose pour libérer les casomorphines qui se fixent aux mêmes récepteurs cérébraux auxquels la morphine ou l'héroïne se fixent. Et elles ont des propriétés apaisantes, ou les voici, les casomorphines. Elles ont des effets apaisants pour le veau et aussi pour les humains. Et pendant le processus de fabrication du fromage, les casomorphines sont de plus en plus concentrées. Et ceci est peut-être la raison pour laquelle le fromage semble addictif pour de nombreuses personnes. Numéro 2, l'estradiol. Chaque année, les vaches sont inséminées et ce n'est pas fait d'une façon très douce, pas de musique, pas de fleurs. Et 9 mois plus tard, l'éleveur enlève le veau l'éleveur commence à traire la vache. Mais les vaches sont inséminées chaque année et l'éleveur continue à traire les veaux pendant la gestation. Et dans la gestation, une vache produit énormément d'estradiol. C'est une hormone sexuelle qui est associée à le cancer du sein et aussi de la prostate. Et en fait, il n'y a pas de lait sans hormones. Numéro 3, l'IGF-1. L'IGF-1, Insulin-like Growth Factor number 1, IGF-1, c'est un produit naturel dans le lait, mais l'IGF-1 stimule la croissance du veau et fait la même chose avec les cellules cancéreuses dans les humains. Et l'IGF-1 est associé à le cancer de la prostate et aussi du sein. Et quand on boit du lait, on boit de l'IGF-1 et aussi la consommation du lait stimule la production de l'IGF-1 dans le corps. Mais si on a choisi le lait de soja et tous les aliments à base de soja réduisent le risque du cancer grâce à des isoflavones. Okay. Numéro 4, la graisse saturée. Vous le savez déjà, la graisse saturée augmente le taux de cholestérol et le risque des crises cardiaques. Et aussi, c'est associé à la maladie d'Alzheimer. Donc, si on boit du lait, on boit les casomorphines, l'estradiol, de l'IGF-1 et de la graisse saturée, mais on peut choisir le lait de soja, d'autres laits à base de plantes, ou on peut boire un simple verre d'eau. Et c'est beaucoup mieux pour la santé. Merci. Neil. C'est vrai que ça me touche encore plus maintenant, comme j'allaite mon fils en ce moment. Donc, merci pour ça. Et aussi, tout le monde, si vous aimez la sauce béchamel et vous vous dites, si j'enlève les produits laitiers, qu'est-ce que je vais faire pour ma sauce béchamel? Eh ben, on a Noémie qui va régler ce problème avec sa petite recette de sauce béchamel. Santé, vos
noix de cajou dans de l'eau pendant minimum 3 heures. Dans un blender, mélangez vos noix de cajou avec une tasse de levure nutritionnelle, une tasse d'eau, puis mélangez jusqu'à obtenir un mélange soyeux. Ajoutez par la suite un demi-jus de citron, faites cuire vos pâtes, une cuillère à café de curcuma en poudre et du poivre. Ajoutez du fromage vegan, c'est optionnel mais ça rajoutera encore plus de gourmandise à votre recette. À vos pâtes, mélangez la sauce soyeuse, incorporez-la tout doucement, puis pourquoi pas ajouter un peu de beurre en y mettant des petits pois. Direction ensuite un plat pour aller au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Et n'oubliez pas, si vous le voulez, ajouter un peu de fromage râpé sur le dessus. Ça gratinera une petite pointe de persil et le tour est joué. Bon appétit! Merci Noémie, c'était formidable, ça met l'eau à la bouche. Et parlons de l'eau à la bouche, si on peut, on va, on va faire une discussion des fromages que nous, en tant qu'équipe, aujourd'hui, qu'on aime bien. Je pense que ce serait bien de demander à notre invité, Dr Jules, est-ce que pour remplacer le fromage, est-ce que tu as des astuces ou des préférés quant aux substitutions ou même qu'est-ce que tu prends pour remplacer le fromage de nos jours? Pour remplacer le fromage, nous autres, notre famille, notre favori, c'est définitivement des sauces genre style cheddar, style nacho, faites avec des cachous, des noix d'acajou. Ça fait infiniment beaucoup de recettes de toutes sortes de sauces à base de fromage avec de la levure alimentaire, des noix d'acajou, puis aussi du turmeric là, pour juste donner de la couleur. Et probablement notre premier choix. Et en fait, Anne-Marie, tu as une sauce genre qui gratine, genre un fromage qui gratine. Oui, les fromages qui gratinent sur le marché sont toujours très riches en gras saturés. Oui. Alors, j'ai déniché une recette qui permet de la faire soi-même et qui gratine en mettant tout simplement un petit peu de farine. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment le faire et qu'est-ce que ça a l'air, le résultat fini. Alors, je vous partage ça. Et c'est délicieux. Vous seriez surpris. Ça gratine super bien. Ça, à l'intérieur, c'est tendre. À l'extérieur, c'est croustillant. Et c'est délicieux. Je suis convaincue que vous allez adorer ça. Ah oui, je vais essayer ça. Hein. Ça donne trop envie. Et Noémie, est-ce qu'il y a des choses que toi tu fais pour remplacer le fromage en plus que ta magnifique sauce béchamel? Moi, j'étais une fan à l'époque où je mangeais du fromage de la ricotta. J'aimais beaucoup la texture. Et il y a une façon assez simple de répliquer la ricotta, c'est d'avoir son blender, du tofu soyeux, on le blende avec beaucoup de levure alimentaire, du sel, on peut même ajouter des herbes, on le blende et ensuite on a une sauce un peu plus épaisse qu'une sauce pour tremper ses nachos ou tartiner sur le pain comme une bonne française comme on aime. Et sinon, il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle La Petite Végane aussi, qui a des bons fromages véganes en France notamment. Je ne sais pas si elle existe en Amérique, ou Tom Pouce aussi, qui ont un camembert, je n'ai pas encore goûté, mais qui sont pas mal du tout. Et on n'y voit que du feu, vraiment. Bah, c'est clair qu'en fait, de nos jours, moi, en fait, je suis végane depuis longtemps, donc parfois, quand je goûte un fromage vegan, mais genre trop réaliste, en fait, j'aime pas trop. Ça fait un peu trop wow. Après, C'est trop réel. mais je suis ravie qu'il existe. C'est
ces fromages si réalistes parce qu'en fait, ça aide les gens vraiment à se sentir pas privés du tout, en fait. Parce que vraiment, on a vraiment l'embarras du choix, quoi. Oui. Et en France, ou au Canada, j'en suis sûre, aux États-Unis, il y a une tonne de fromage. Et c'est clair que même au supermarché, genre quelconque, hein, on en trouve des fromages assez incroyables. Et il faut juste, comme on a dit, genre privilégier les fromages à base de noix. C'est mieux qu'à base d'huile. Comme c'est mieux pour la santé. Neil, est-ce que vous avez des astuces un peu cheesy à nous partager? En fait, je l'utilise, on peut l'ajouter aux légumes, au tofu, pas mal de choses, et c'est, vraiment, vraiment utile, avec un bon goût aussi. Ça, c'est ma solution. Oui. Et souvent, Anne-Marie, je ne sais pas, dis-moi si je me trompe, ça contient la vitamine B12, donc c'est vraiment un Ouais, plus aussi. Oui, moi, je veux ouais. pas que les gens dépendent que de la levure pour avoir Non, leur B12. On est mieux d'y aller avec un supplément pour s'assurer que les besoins sont atteints. Mais oui, effectivement, ça contient de la B12 en plus. Hmm. Oui. Alors, Et et en pas de fait, matière grasse, pas de protéines d'origine animale, c'est un bon produit. c'est très cheesy, c'est super bon pour genre saupoudrer sur le popcorn, beaucoup de choses comme on a vu dans ma vidéo. Alors, on est ravis que vous soyez là, tout le monde. Bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la prochaine fois, on est ravis que vous soyez venus. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Lorsqu'on change de régime alimentaire ou nos habitudes en général, il y a toujours des petits obstacles qui surviennent. Y a-t-il des astuces qui peuvent empêcher de baisser les bras? Puis finalement, il y a 1 an et demi, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Je voulais m'en sortir et vivre très longtemps et toutes mes lectures, mes recherches m'ont conduit vers l'alimentation végétale. Ben, ce qu'il faut comprendre de mon côté, c'est que je viens d'une famille où la viande est le repas par excellence. Alors, c'est un guide qui nous permet de pouvoir construire à peu près n'importe quel repas. Aujourd'hui, on parle de la science des habitudes. Vos habitudes sont en grande partie responsables des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites et des résultats que vous obtenez dans la vie. alors les outils qui vont nous faciliter, les indispensables, je les appelle, ou les outils qui vont nous faciliter la vie. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.